Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. Nous reviendrons effectivement sur la rencontre entre le comité régional de cyclisme et les sportifs qui demandaient notamment à revoir la grille des prix, ce qui a été fait. La course, effectivement, le Grand Prix du Conseil départemental devrait d'ailleurs reprendre à compter de vendredi. On en parlera plus amplement dans le focus, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023, jour de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Et cette année, Emmanuel Macron ne s'est pas présenté à la cérémonie dans les jardins du Luxembourg. C'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui a donc présidé l'hommage. Une honte pour le sénateur Victorin Lurel qui n'a pas manqué d'invectiver le président de la République. Et suite à la rencontre d'hier soir, l'atmosphère se détend au comité régional de cyclisme. Les coureurs et la direction du CRC ont trouvé un terrain d'entente sur la grille de prix dont les lots seront moins nombreux mais plus élevés. Regardez. Un peu tendu au début parce que les coureurs étaient remontés, mais le but c'est de trouver de l'apaisement. Les coureurs se plaignent de certains mots MAUX. Mais comme je dis, le département a fait un effort pour revoir le budget. Et puis les prix vont simplement être réannexés, ça veut dire qu'on va réduire le nombre de places, augmenter le nombre de prix. On a voulu élargir pour que le maximum de coureurs rentrent dans les prix. Mais comme je dis, c'est des prix, comme vous avez pu voir ce soir, ce sont des prix qui sont définis déjà en amont par la fédération, donc on ne peut pas faire notre propre loi. Et puis, comme je dis, c'est des coureurs, c'est des leaders du cyclisme, il faut les écouter, mais il ne faut pas prendre en otage le cyclisme comme ça. Donc, et nous sommes très contents qu'ils aient accepté aussi d'intégrer certaines commissions, que ce soit au niveau de l'homologation, la sécurité, tout ça, aller avec nous en préfecture pour comprendre aussi. Et puis de là, on pourra échanger sur certains points. Mais en tout cas, les coureurs vont reprendre le chemin de la compétition. On est à 3 mois du tour. Donc, ils peuvent compter sur moi, sur mon équipe, pour être à leur côté. Aujourd'hui, on n'entendait pas moins, puisque aujourd'hui, le comité ainsi que le conseil départemental a montré une bonne volonté de nous écouter, de comprendre que le cyclisme a des mots et nous sommes tous satisfaits de cette rencontre puisqu'aujourd'hui on a eu satisfaction des demandes et des revendications. Donc nous allons nous rencontrer encore la semaine prochaine pour trouver une solution pour les championnats de la Guadeloupe et ainsi l'agencement et le reste de la saison. Vous savez, c'est une réunion pour laquelle tout le monde a été à la hauteur. Donc c'est une réunion qui était nécessaire, donc on le voit. C'est une réunion aussi qui a permis au comité régional de cyclisme d'aplanir un certain nombre de situations. Il a fallu aussi soulever les difficultés que rencontrent nos coureurs lorsqu'il y a des compétitions le week-end. Donc nous avons pu mettre tout cela à plat. Nous avons pu avancer pour faire en sorte que le cyclisme guadeloupéen puisse repartir après le couac du week-end dernier. Donc des solutions ont été avancées. Donc les questions ont été posées, des solutions trouvées. Donc c'est à nous maintenant de faire en sorte de continuer ce travail d'échange, de communication pour que le cyclisme guadeloupéen en sorte grandi. Ce week-end, le peloton et l'ensemble des coureurs reprendront la compétition et nous comptons sur la parole qui a été donnée par le département et le président et son équipe. Et puis nous, au niveau des coureurs, nous allons faire au mieux pour donner du beau spectacle. Notez en bref que suite au licenciement de Gilbert Pinsmaille, la rédaction de Guadeloupe, la première, a déposé un préavis de grève. La totalité des sites du groupe seront donc mobilisés à compter de ce jeudi minuit et ce pour 24 heures. Les autorités, elles, tenaient une cellule de crise quant aux nouvelles arrivées massives de sargasses. Les échouages concernent principalement Capesterre de Marie-Galante, la Désirade, Petit-Bourg, Goyave, Capesterre-Bello et le Moule. Et si un groupement d'intérêt public a déjà vu le jour pour coordonner la gestion des algues brunes, reste encore à mettre en place un syndicat mixte ouvert. C'est ce dernier qui devrait permettre la mise en place des actions de collecte en mer et les barrages d'évian dont on parle depuis des années. Le reportage d'Olivier Félix. On est sur une situation qui
qui est relativement des choix relatifs cette semaine, mais avec des prévisions qui sont pas très bonnes. Voilà. Et donc l'objectif, c'est aussi de se préparer à ce qui va se passer. C'est à la fois de faire le point de la situation et puis avec l'aide de Météo France, de pouvoir effectivement faire les prévisions d'échouage pour se préparer et adapter ses moyens de lutte et ses moyens de collecte. Les prévisions pour les prochains jours, ce sont des échouages essentiellement sur Capesterre de Marie-Galante, sur la Désirade, sur la côte est de la Grande Terre, sur le Moule, et ainsi que sur la côte au vent, c'est-à-dire sur Petit-Bourg, Goyave et puis Capesterre-Bellon. Le gypse Sargasse, il a été installé. Il a été installé la semaine dernière. Voilà. Et maintenant, opérationnellement, c'est le SMO qu'il faut constituer, c'est-à-dire regrouper dans un seul endroit, dans une seule entité administrative, entité technique, l'ensemble des moyens des communes. Aujourd'hui, chaque commune a ses propres moyens de collecte. Or, il faut pouvoir effectivement, et c'est l'objectif du SMO, du syndicat mixte ouvert, il faut pouvoir mutualiser l'ensemble de ces moyens. Il y a un coût d'entretien, et plutôt que d'éviter que chaque commune ait à charge à la fois l'acquisition et l'entretien et la maintenance du matériel, il faut pouvoir mutualiser les choses. Je sais qu'il y a eu des réflexions, des travaux préalables, mais là on essaye d'avancer sur la mise en place des barrages. On avance de deux façons. D'abord, on est en train de passer, mais ça sous maîtrise d'ouvrage État, on est en train de passer des marchés avec des prestataires pour déployer des barrages qui permettent de faire la collecte. Alors c'est des barrages de collecte ou bien des barrages déviants, je ne rentre pas dans la technique, mais de pouvoir avoir des barrages qui permettent effectivement de collecter les sargasses en mer et d'éviter les échouages. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand les sargasses, vous savez infiniment, vous le savez comme moi, c'est quand les sargasses échouent sur des zones où la collecte ou la configuration de la côte fait que la collecte est compliquée. Voilà. Donc on est en train de déployer ces marchés, notamment sur la côte au vent et sur Capesterre de Marie-Galante. J'espère, compte tenu effectivement des procédures et du temps nécessaire pour mettre en place ces marchés, que ceux-ci seront opérationnels ou pourront être déployés au cours du mois de juin. À titre expérimental, on va essayer de le poursuivre. On a déployé une première tentative de barrage sur terre de haut, au Saintes, mais qui sont des barrages qui ne sont pas forcément des barrages faits pour la collecte, le ramassage des sargasses, qui sont des barrages Polmar, donc pour la lutte contre la pollution maritime. Voilà. Mais voilà, donc c'est une expérimentation parce que le dispositif n'est pas un dispositif parfaitement adapté à ce type de lutte, mais néanmoins, ça permet quand même d'éviter des échouages massifs. Pour l'instant, on a un manque de place, donc il faut trouver des sites nouveaux. Aujourd'hui, je ne vous le cacherai pas, on n'a pas des solutions de valorisation de ce type de déchets, qui sont des déchets dangereux. Donc les techniques de valorisation existent, mais sont encore à un stade expérimental. Donc là, pour l'instant, il faut pouvoir trouver des sites d'épandage, donc de trouver d'autres sites d'épandage, c'est ce qu'on est en train de faire notamment avec l'ADEAL, pour pouvoir évacuer ces sargasses. C'est ce qu'on fait sur Capesterre de Marie-Galante. On est en train de financer et d'étudier un nouveau site de collecte. Et vous avez raison, l'urgence, effectivement, c'est de pouvoir déployer ces sites d'épandage de façon plus significative. Effectivement, voilà où nous en sommes après 12 ans d'échouage de sargasses. Et on enchaîne avec le Salon des territoires numériques éducatifs, puisque la crise Covid a une fois de plus montré l'ampleur de la fracture numérique ici en Guadeloupe. Continuité pédagogique, oui, tout le monde veut bien, mais à condition d'avoir une connexion Internet et l'outil informatique adapté pour suivre les cours. Regardez. La crise de la Covid-19 a été à ce titre extrêmement instructive et destructive, vous avez raison de le souligner, et on a constaté qu'un grand nombre de parents d'élèves et d'élèves se trouvaient en difficulté par rapport justement à cette continuité pédagogique. Faute souvent de connexion, faute également d'équipement, parce que dans un foyer, il peut y avoir plusieurs enfants et également des parents qui ont besoin de l'équipement. Et on a effectivement, avec l'ensemble des acteurs, y compris les opérateurs Internet et autres, on a pris des dispositions pour assurer cette continuité pédagogique. Mais force est de constater que ça a été parfois insuffisant ou incomplet. C'est très important pour la Guadeloupe de pouvoir justement avoir un financement pour permettre de développer l'innovation pédagogique et donner à tous les jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes la possibilité de découvrir toutes ces innovations, de les utiliser et de pouvoir être prêts pour demain. La formation des élèves, en fait, est un enjeu crucial, les former au numérique, puisque le numérique
on va dire, prend une place, en tout cas, a déjà une place très importante dans les usages. Donc, former nos jeunes, justement, à un usage, en tout cas, éthique et responsable est primordial. L'éducation, c'est un des piliers du développement et de la transmission. C'est important pour moi, déjà en tant que papa, de pouvoir transmettre à mes enfants les valeurs, évidemment la connaissance, pouvoir mieux apprendre, mieux être instruit, qu'on puisse transmettre aussi nos valeurs, l'histoire de notre territoire. Et en même temps, sur les territoires qui m'ont vu naître, sur les Outre-mer, être capable aussi d'apprendre les uns des autres et de pouvoir transmettre de la Guadeloupe à la Martinique, à la Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, qui en a énormément besoin, tous les savoirs, tous les fondamentaux dont les enfants ont besoin pour se développer et accompagner nos territoires qui ont beaucoup de défis à relever. Parlons d'Air France qui lance une nouvelle destination au départ de Pointe-à-Pitre. Effectuée samedi dernier, la première rotation avec le Brésil est une réussite avec 90% de remplissage. Une desserte qui sera assurée une fois par semaine avec les départs de Pointe-à-Pitre le vendredi et les retours les samedis. Regardez. On voit un engouement pour la destination Belém. On est très content qu'Air France réopère cette ligne à partir du 5 mai 2023. On va opérer de mai à octobre et on voit qu'il y a un enthousiasme. Les clients sont ravis. La première liaison rotation a eu lieu samedi et ça s'est très bien passé. Il y avait un très beau taux de remplissage. On était à plus de 90% de taux de remplissage à l'aller. Donc c'est une vraie réussite pour l'instant commercial. Nous opérons la ligne Cayenne-Belém une fois par semaine. On part finalement de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne le vendredi et on revient de Belém le samedi. On opère une fois par semaine jusqu'à fin octobre. On espère que cette offre va rencontrer, cette offre de siège va rencontrer une belle demande et on voit déjà que la communauté brésilienne est présente sur notre vol. La communauté brésilienne présente en Guyane, présente aussi aux Antilles, est ravie d'avoir cette liaison aérienne et ne plus faire 18h, 20h de route pour rejoindre le Brésil. J'aimerais dire à la population guadeloupéenne qu'on est là, qu'on a toujours été présent pour la population guadeloupéenne et antillaise, de Martinique. On a été présent aussi pour les Guyanais. On a continué nos opérations et on est encore là après le Covid, donc n'hésitez pas à venir sur nos lignes. La Dragès, la police nationale et l'association Initiative France Victimes organisaient une réunion d'information sur les violences dans le sport. L'occasion d'inviter tout un chacun à libérer la parole et dénoncer les violences sexistes et sexuelles, mais aussi rappeler aux dirigeants de clubs leurs obligations de signaler certains faits. Le reste en images. Ça fait partie des politiques prioritaires engagées depuis la précédente ministre des Sports, Roxana Maracineanu. L'objectif est de sensibiliser les acteurs et de les amener justement à déclarer toutes les violences sexistes et sexuelles qui surviennent dans l'activité sportive, qui n'est pas malheureusement exempte de ce type de problème. Nous avons mis un focus effectivement sur les violences sexuelles parce que c'est un sujet qui est jusque-là assez tabou et il faut libérer la parole, il faut informer les dirigeants et leur rappeler leurs obligations parce que ne pas signaler certains faits qui sont d'ordre criminel, délictuel, ne pas signaler ces faits-là, c'est aussi passible de sanctions. Donc la Dragès a pris cette décision d'organiser cette rencontre avec la police nationale, avec une association d'aide aux victimes, Guada France Victimes, avec les fédérations pour que les dirigeants des clubs, pour que les entraîneurs soient sensibilisés à cela. L'objectif, c'est de donner aux acteurs sportifs, aux responsables d'associations, les outils techniques, juridiques, pour leur permettre, lorsqu'ils sont confrontés à ce type de situation,
de réagir et de réagir le plus justement possible. Le but justement de cette sensibilisation aujourd'hui organisée par la DRAGES, c'est justement de rappeler aux dirigeants sportifs leurs obligations en qualité de dirigeants, obligations de sécurité, obligations de porter secours, obligations d'honorabilité, donc de vérifier les cartes professionnelles de leurs éducateurs, de leurs entraîneurs, mais également leur rappeler les sanctions encourues lorsqu'il y a non-respect de ces obligations et leur rappeler également l'intérêt de protéger ces personnes victimes qui pratiquent donc des activités sportives. Un reportage signé Olivier Moradel. Et maintenant, je reçois Jean-Louis Francisque, maire de la ville de Trois-Rivières, qui est en compagnie de Madame Nancy Bureau, directrice du musée de la banane. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc présent sur ce plateau puisqu'à partir du 13 mai prochain, votre commune et votre musée vont mettre à l'honneur la banane. Pourquoi ce retour, Monsieur Francisque? Important de célébrer cette banane? Alors, retour... Non, c'est un démarrage. C'est vrai que l'histoire de la banane en Guadeloupe a démarré depuis déjà plusieurs années et il était important, après que sur le territoire de Trois-Rivières, que nous puissions disposer de ce musée de la banane, qu'il était important pour nous d'être le carrefour. Donc, on est bien conscient que ce n'est pas Trois-Rivières l'exclusivité, l'exclusivité, elle est plus guadeloupéenne, c'est-à-dire que toutes ces communes qui produisent ce fruit de la banane, nous avons nos communes voisines qui sont aussi actives et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, avec le musée de la banane, être le carrefour, donc permettre à ce que tous les acteurs puissent se retrouver dans une Guadeloupe unie, dans une Guadeloupe ensemble. Mais vous allez quand même faire office finalement d'ambassadeur, la ville de Trois-Rivières va finir ambassadeur de la banane. Oui, ambassadeur, oui, mais nous voulons que ça soit la Guadeloupe. Alors, Trois-Rivières, effectivement, nous sommes là pour allumer cette étincelle avec Absolument. Le musée, mais c'est la Guadeloupe. Nous voulons que les partenaires, que les Guadeloupéens puissent pouvoir posséder cette manifestation parce que c'est une manifestation qui leur appartient. Vous ne voulez pas vous l'accaparer, en tout cas. Absolument. Alors, Madame Bureau. Oui, bonsoir. Comment se porte déjà le musée de la banane? Eh bien, le musée de la banane se porte assez bien grâce aux Guadeloupéens, grâce à notre commune, grâce surtout, nous sommes une association pour gérer ce musée. Et, nous sommes très dynamiques et on essaie de faire connaître ce fruit emblématique qu'est la banane. Alors, vous avez plus de visites de touristes ou bien les Guadeloupéens, effectivement, jouent le jeu? Alors, au départ, c'était surtout les touristes, vous savez, puisque nous sommes inscrits dans certains guides, etc. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis quelques années, surtout que nous avons fait des efforts. Vous savez, moi, je suis dans une organisation avec les producteurs de bananes de Guadeloupe. Maintenant, on dit banane Guadeloupe-Martinique parce qu'ensemble, on est plus fort. Mais au niveau de notre organisation de producteurs, nous avons décidé depuis maintenant plus de 10 ans de mettre en place des opérations, notamment la banane à la classe, afin de sensibiliser nos petits Guadeloupéens sur comment bien manger, bien s'alimenter. Et on s'est rendu compte qu'au travers de ces actions-là, nous passions dans toutes les communes de Guadeloupe. Par exemple, pendant plus de 10 ans, nous avons sélectionné chaque année à la charge des producteurs. Vous avez entendu parler de cette opération. Et le Covid a un peu cassé la dynamique. Exactement. Donc nous avons, entre-temps, avec le Covid, nous avons cogité. Nous avons notamment mis en place d'autres formes, d'autres supports afin de pouvoir sensibiliser la jeunesse et tout le monde. Et nous continuons dans ce sens-là. Donc vous revenez finalement avec le grand carrefour de la banane. À quoi aura-t-on droit? Alors, il y a quand même 3 jours de fête. Alors voilà, 3 jours de fête, mais moi je tiens quand même à remercier bien sûr notre municipalité, parce que c'est pas parce que le maire est assis à côté de moi, bien au contraire, on sent qu'il y a une volonté de faire partager à toute la population, comme il a dit tout à l'heure, de Guadeloupe, ce projet banane, parce que la banane, vous savez qu'on parlait d'ambassadeurs tout à l'heure, mais je pense que avant tout, tous les Guadeloupéens, c'est comme il a bien dit, tous les Guadeloupéens, nous devons être des ambassadeurs de la banane de notre pays. C'était le projet de banane à la classe. Exactement, parce que nous produisons une banane et c'est un fruit à la portée de tous les ménages. Vous savez, il y a tant de façons de sublimer ce fruit.
Et c'est pour cela, enfin, je vais laisser le maire l'exclusivité de parler de notre parrain. Donc les 12, 13 et 14 mai prochains, le rendez-vous est donc donné au Théâtre de la Verdure. Donc ça se passera au musée de la Banane. On va revenir sur la programmation tout à l'heure, mais effectivement, le parrain donc de la manifestation, c'est le docteur Henri Joseph. Bon, on imagine que le choix n'a pas du tout été fait au hasard. Oui, vous savez que nous sommes là pour mettre en avant la Guadeloupe. Et quand on dit la Guadeloupe, nous devons faire briller, et qui brille déjà. Henri Joseph, il brille de lui-même. Et il est devenu incontournable aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de pouvoir lui offrir cette occasion d'être parrain vraiment de cette première manifestation. Donc nous en sommes fiers. Il va pouvoir nous faire profiter de plusieurs conférences avec M. Aliane, avec aussi Dorothée Bureau. Donc des conférences qui seront bien profondes parce qu'elles permettront aussi bien au jeune public mais aussi au public, à nos aînés, de pouvoir redécouvrir la banane sur d'autres facettes et sur aussi cette banane qui a autant de bienfaits. Donc à partir du vendredi, on voit effectivement qu'il y a cette inauguration à partir de 8h, mais la programmation est sur toute la journée. Finalement, on aura des visites pédagogiques intergénérationnelles, Madame Duro. Alors, je voulais préciser simplement un petit point. Alors, depuis le mois de novembre, c'est bien cela, nous avons sollicité toutes les écoles primaires du Sud-Basse-Terre, de Baïf à Trois-Rivières, Cap-Esther, enfin, même Terre de Bas, les Saintes. Les Saintes n'ont pas été oubliées. Et nous avons invité les jeunes à se pencher sur un projet, la banane. Et on leur a laissé le champ libre. On leur a donné comme thème « Raconte-moi ta banane ». Et c'était le thème qui leur était proposé. Et le retour nous a été fait. Les élèves nous ont déjà restitué pas mal de documentation. Il y en a qui ont pensé à des choses extraordinaires que nous allons restituer justement lors de ce grand carrefour de la banane. Et nous avons l'intention, maintenant on peut le dire, de les récompenser, bien entendu. Voilà. Franchement, c'est la moindre des choses. Nous allons, toutes ces élèves, maintenant que les documents nous sont revenus, donc là, maintenant, nous aurons un jury, les maîtresses d'école, les professeurs, enfin, seront récompensés, je pense. C'est vrai, et la fierté, c'est que, grâce à votre chaîne, oui, parce que vous parlez de ce qui est bien, de ce qui est bon, d'une jeunesse qui s'exprime, d'une jeunesse en action. Et c'est ce visage de la Guadeloupe que nous devons montrer. Parce qu'effectivement, au sein de notre commune, il y a des choses qui se font, il y a de belles actions, il y a de très bonnes actions. Et c'est la raison pour laquelle, avec les écoliers, et Mme Nancy Bureau l'a dit, on a voulu que ce soit les écoliers de la Guadeloupe. Pour l'instant, sur cette première édition, c'est vrai que le bassin du Sud-Basse-Terre a été plus sollicité, mais il est vrai qu'une manifestation comme celle-là doit être possédée par l'ensemble des écoles de la Guadeloupe parce que c'est un moment de découverte, c'est un moment d'apprentissage et on ne peut pas s'en priver quand on a des professionnels autour de nous. Donc vous nous annoncez que pour la prochaine édition, peut-être un partenariat avec l'Éducation nationale. Ben oui, nous sommes là pour aller chercher l'excellence, mais une excellence trois-riveraine qui se développe dans sa Guadeloupe, avec sa Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. Alors, on va donner un petit peu la teneur donc, du programme. Donc, vendredi 12, ouverture à 8h. Entre 8h et 17h, donc on peut déambuler finalement dans le musée de la banane. Alors, ça se passe au Théâtre de Verdure de Trois-Rivières. Nous avons provisoirement, si je peux me permettre, délocalisé le musée de la banane. Nous avons fait un gros effort avec la municipalité. Nous avons transposé, donc sous forme de hangar, toutes les étapes de la production banane, de la plantation jusqu'au transport. Et nous avons eu aussi la participation de notre grand transporteur, la CMA-CGM, qui a été d'accord à venir aussi expliquer à toute la Guadeloupe comment se fait le transport par bateau, comment ce sera réfrigéré. Enfin, l'équipe CMA sera présente avec nous et c'est très bien également. Très bien. Et donc, le vendredi 12, 18h30, il y aura... Grande conférence. Voilà, une grande conférence. Un siècle d'existence, d'exigence et d'existence de la banane sera fait par le directeur général des LPG Guadeloupe, M. Philippe Aliane. Voilà.
Oui, c'est ça. Donc, Monsieur Philippe Aliane. Donc, on a 3 conférenciers d'envergure, de qualité. Monsieur Aliane, Dorothée Bureau, ainsi que le docteur Henri Joseph. Donc, chacun, dans un domaine spécifique, pourra encore exposer la banane sur une facette et nous faire découvrir encore tous les bienfaits de ce fruit. Un événement donc à ne pas manquer, ouvert à tous. Voilà. Pas d'inscription nécessaire. Ah, voilà, le maire, ça c'est une... Alors vous savez, moi je dis que c'est l'occasion jamais de venir découvrir, de venir tout apprendre sur la banane. Parce que cette opération est entièrement ouverte à toute la Guadeloupe. Nous avons installé même des navettes afin de permettre aux gens dans les quartiers un petit peu reculés à pouvoir se diriger jusqu'au musée, jusqu'au bourg de Trois-Rivières pour profiter des conférences, pour profiter enfin des bienfaits de la banane. Et une dernière petite question, hors cadre justement de ce carrefour de la banane. Je voulais revenir sur Banane à la classe parce que c'était quand même de belles opérations, on s'en rappelle. Absolument, Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça reviendra et qu'il y aura des visites régulières dans les écoles? Alors justement, comme je disais, vous savez, nous avons fait une grosse opération pendant 10 ans, Guadeloupe et Martinique. Nous avons brassé plus de 10 000 enfants scolaires pendant toutes ces années. Simplement, maintenant, le projet, il a changé d'orientation, il a changé de forme parce que nous avions des supports qui étaient quand même assez conséquents et lourds à transporter. Et d'où la création pendant le Covid du nouveau jeu de la banane que nous allons mettre aussi en valeur pendant ce carrefour. Nous avons fait un jeu pédagogique. C'est une immersion, si vous voulez, virtuelle dans la vie du planteur. Au sortir de ce jeu, on comprend comment on plante la banane, tous les bienfaits, tout ce qui peut se passer dans une plantation de banane. Voilà. Très bien. Le mot de la fin pour M. Francis. Alors, le mot de la fin, c'est que nous attendons tous ces Guadeloupéens, donc les jeunes le vendredi, les scolaires le vendredi matin, les aînés le vendredi après-midi, le tout public, bien entendu, le samedi. C'est dire que Trois-Rivières, oui, sera en fête, mais la Guadeloupe sera en fête parce que la Guadeloupe respecte sa banane et fait confiance aux producteurs, aux professionnels de Guadeloupe. Donc, que vive cette manifestation et merci encore à tous nos partenaires, à ceux et celles qui ont bien voulu croire à ce projet. Nous leur disons merci au nom de la population de Trois-Rivières. Merci encore une fois Jean-Louis Francis, que je le rappelle, maire de Trois-Rivières, et Madame Nancy Bureau, directrice du musée de la banane, d'être venue nous présenter donc ce grand carrefour de la banane qui se tiendra les 12, 13 et 14 mai prochains au Théâtre de la Verdure, au musée de la banane, qui a donc été délocalisé pour l'occasion et qui pourra vous accueillir. Merci encore. Et du 26 au 29 mai prochain, la Grande Galette sera prise d'assaut par les festivaliers de Terre de Blues. Regardez. Le président Célarius a toujours manifesté son intérêt pour ce festival-là, soutenir Marie-Galante. Et d'ailleurs, vous avez vu que lorsque nous avons fait notre séminaire sur le schéma de développement économique en termes d'innovation et d'internalisation, eh bien, en ce qui se concerne la partie industrie culturelle et créative, nous avons fait à Marie-Galante parce que cela concourait vraiment à un truc très important pour nous, qui est de montrer que Marie-Galante répond à cette problématique des industries culturelles et créatives. Très heureuse de pouvoir recommencer ce festival qui en est à sa 21e édition. Donc merci à tous les festivaliers qui ont montré déjà par leur engouement l'attachement à ce festival, qui est quand même le seul festival de Guadeloupe de cette ampleur. Je profite tout d'abord par remercier ceux par qui ça peut se faire, à savoir la région Guadeloupe en premier lieu, le département, tous les partenaires privés, Air France et tous les autres. En tout cas, merci aussi à mes équipes à Marie-Galante, l'Office du tourisme, qui permet que ça se tienne. Le festival n'est pas qu'un festival, j'ai pour habitude de le dire, c'est essentiel pour la survie économique de Marie-Galante et de tous nos acteurs. Être le parrain de son bébé, c'est extraordinaire. Mais il n'y a qu'en Guadeloupe et à Marie-Galante qu'on peut faire ça. Donc, pour la bonne cause, on va montrer qu'on peut faire, même l'impensable devient possible en Guadeloupe. Parce que pas de monde qui parrain à bébé Ayou. Donc, en content. Très content que cet événement revienne. C'est important pour les Antillais, c'est important pour la commune, pour la Guadeloupe, pour les îles, et c'est important pour la résonance culturelle de cet événement. Terre de Blues, on est ravis que Terre de Blues soit de retour en 2023. La thématique du festival, c'est
transmission et identité, deux thèmes qui me sont chers. L'identité, là, nous sommes depuis près de 50 ans en quête d'affirmation identitaire. Donc nous devons nous mettre avec la nouvelle génération. Et pour nous, il y en a qui montrent l'autre. À part nous qui montrons l'autre, mais à apprendre tellement vite de la nouvelle génération que c'est super. Et la transmission, ben, ça se fait. Pour moi, ça coule de source. Identité et transmission, ça va ensemble. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Une petite info assez insolite avant de se quitter, puisqu'un professeur du lycée Maria de Rem à Paris a été placé en garde à vue aujourd'hui pour avoir carbonisé 63 copies du baccalauréat devant son établissement. Il tenait à dénoncer la réforme de l'éducation nationale et l'organisation nouvelle du baccalauréat. Il a même demandé à ses élèves de le suivre dans sa mobilisation, ce qu'ils ont refusé. Et donc, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à vous. On se retrouve demain pour plus d'infos. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. Bisous tout le monde.